peut ouvrir le panel escalade, passer à l'escalade et alpinisme augmenté d'ailleurs. Donc effectivement, on va parler de numérique. Le problème, c'est que le numérique, c'est très large. Contrairement à la session précédente, ici, on n'est pas sur des plateformes du numérique de vente, etc. On est plutôt effectivement sur des solutions numériques au service de l'escalade et de l'alpinisme. Et je pense que pour que tout le monde puisse bien comprendre, j'ai demandé à chaque intervenant, en début de session, d'abord de se présenter et faire aussi une présentation de sa solution. Comme ça, effectivement, ça sera beaucoup plus simple pour discuter entre nous. Ensuite, effectivement, on est sur le format d'une table ronde. Alors souvent, les tables rondes, vous avez les intervenants qui discutent entre eux. Je souhaiterais que le public participe également. C'est-à-dire qu'effectivement, n'hésitez pas à poser des questions au cours de la table ronde. Je dirais que c'est une table ronde élargie avec tout le public. Ça sera beaucoup plus convivial. Et puis, je pense qu'on pourra poser des questions peut-être qui ne sont pas venues à l'esprit et qui pourront nous faire avancer. Donc on va commencer par Laurent. Donc Laurent Vigourou, je te laisse te présenter, puis après tu prends ta solution. Ok. Alors bonjour à tous, donc je suis Laurent Vigourou, moi je suis enseignant-chercheur à l'université Aix-Marseille. Donc en fait je fais de la physiologie, de la biomécanique du corps humain, plus particulièrement la physiologie, la biomécanique de la main et du membre supérieur. Voilà, donc j'ai multiples applications en tennis, pour l'arthrose, en diverses activités, mais évidemment, comme je suis un grimpeur passionné, j'ai beaucoup d'applications sur l'escalade. Et c'est ces applications, enfin ces études qui ont été faites sur l'escalade qui ont amené à développer le projet que je présente sur le salon, qui est le projet Smartboard, l'outil Smartboard. Donc l'outil Smartboard, en fait, c'est une poutre d'escalade instrumentée. Cette poutre d'escalade, elle comporte des capteurs de force derrière qui mesurent la force que l'on exerce sur la prise. Et ces données de force sont renvoyées à une tablette via un Bluetooth. Et cette tablette contient des algorithmes en fait, qui vont traiter ces données de force pour les rendre intelligibles et rendre à l'utilisateur des informations physiologiques quantifiées de ses caractéristiques physiologiques et biomécaniques de la main, de ses bras, de ses avant-bras. Donc typiquement, on va évaluer la force que l'on a dans les doigts, son endurance à la fatigue, la puissance que l'on a dans ses bras. Donc la démarche, c'est vraiment d'essayer de quantifier et d'évaluer, de se caractériser en fait à travers un outil qui nous donne une information supplémentaire par rapport à l'information qu'on peut avoir en grimpant, où on est sur des ressentis proprioceptifs. Ici, on va avoir un outil qui quantifie les choses et qui va le rendre à l'utilisateur. Donc ça se présente sous cette forme-là. Donc voilà la plateforme de force, donc en connexion Bluetooth. Donc on va faire divers exercices, par exemple ici c'est quelqu'un qui fait des tractions. On va enregistrer des données de force là comme c'est présenté à gauche. Ces données de force, on va les traduire en score. Donc par exemple, on va compter le nombre de tractions, évaluer la puissance maximale qui a été développée pendant les tractions, évaluer son rapport poids-puissance. Donc il y a toute une série de paramètres que l'on a sélectionnés. Donc il y a 6 paramètres cruciaux qui vont vraiment décrire le grimpeur. Alors bien sûr du point de vue de la physiologie des bras et des mains, ça ne résume pas le grimpeur dans sa globalité quand on fait de l'escalade, qui peut apporter des aspects techniques, psychologiques ou cognitifs. Ici on est vraiment sur un aspect physio. Et donc on va pouvoir créer des profils en fait ensuite qui vont être utilisés pour faire divers exercices que l'on va conseiller selon son profil. Par exemple, si vous voyez le profil qui est en dessus, on va orienter le grimpeur vers développer ses points faibles. Là, c'est un profil où il n'y a pas beaucoup de points faibles, mais par exemple le poids-puissance, à travers des exercices que le grimpeur va devoir réaliser voilà, sur la poutre d'entraînement. Donc là, au-delà de l'aspect de l'outil que vous pouvez essayer, on est juste sur le stand en dessous, donc je pense que si vous êtes intéressé, vous pourrez le tester vous-même. C'est peut-être la démarche sur laquelle j'aimerais appuyer. La démarche, en fait, c'est une démarche d'innovation par l'université, c'est-à-dire que c'est une innovation qui est issue de travaux de recherche que j'ai menés depuis que je fais de la recherche. Donc il y a plus de 13 ou 15 ans, je ne sais plus exactement depuis quand je fais de la recherche, mais il y a des années de recherche derrière qui ont amené à des publications scientifiques
Et c'est au bout en fait de cette démarche scientifique, avec une compréhension des paramètres un petit peu global, c'est pas un acte de recherche, c'est vraiment une démarche de recherche sur le long terme, qui m'a apparu important d'essayer de transférer cette connaissance et les outils qu'on a à disposition dans la recherche pour le rendre utilisable chez les grimpeurs, chez le grimpeur lambda qui peut bénéficier de ces connaissances et de ces outils. Et donc c'est une innovation du coup qui a été portée par l'université, par certains organismes qu'on appelle des SATT pour les spécialistes. Et c'est un projet qui s'est déroulé à partir du dépôt de brevet qui était en 2015, sur 4 ans jusqu'à la création d'entreprises et les premières commercialisations qui ont lieu à l'automne 2019. Donc c'est une démarche qui est très longue si on prend en compte l'aspect recherche initial, plutôt courte il me semble si on prend en compte juste l'aspect de finalisation, 4 ans jusqu'à la commercialisation, c'est pas énorme, enfin en tout cas dans les domaines que je connais. Et puis on est supporté par un certain nombre d'organismes, des incubateurs. C'est un projet qui a été collaboratif avec la FFME à un moment donné, puisqu'on instrumente les équipes de France. Et voilà, dans le laboratoire qui est indiqué en haut à droite. Au-delà de l'aspect scientifique, le dernier point que je veux aborder, c'est qu'au-delà de l'aspect scientifique et qui paraît peut-être un peu complexe sur ce que peut rendre l'outil, ben en fait, le fait de digitaliser une poutre d'entraînement, qui est quand même l'outil le plus austère qui existe en escalade, et qui est fait pour les acharnés dans leur cave, qui se névrosent à essayer de tirer. En fait, le fait de rendre une poutre digitalisée, ça la rend joueuse, ça la rend ludique, et finalement on s'amuse dessus. Et la meilleure preuve, c'est tous les tests qu'on a fait, enfin tous les tests, tous les salons que l'on a fait tout en été au niveau des compétitions. On a vu des dizaines d'enfants essayer, puis aussi des personnes plus âgées, se tester, se challenger, parce que le retour visuel, le retour, pour boucler avec la table ronde, pour le retour implémenté de l'information que je peux avoir sur ce que je suis, rend l'aspect ludique. Et voilà, on a pas mal de succès auprès des enfants. On est obligé de faire des pauses. Voilà. Merci beaucoup. Je propose à on dit Zoltan ou Zoltan? Zoltan. Je propose donc à Zoltan de se présenter également. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Zoltan. Du coup j'ai créé une nouvelle application qui est à destination des grimpeurs dans les salles d'escalade. Voilà. Donc ça se présente en fait de cette façon, ça s'appelle Puzzle Up. Et ces tablettes en fait elles sont disposées dans la salle et n'importe quel grimpeur, client peut la saisir pour la manipuler et puis avoir accès à toute la base de données qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc je peux vous faire une petite démo normalement, si tout fonctionne. Alors je ne sais pas si vous voyez. Non, 5 minutes. Non mais je pense que là, voilà, c'est pas bouché. Voilà. C'est bon, vous voyez. Voilà. Donc en fait, c'est la première particularité donc, de Puzzle Up, c'est le fait déjà d'être sur des tablettes volantes, donc à disposition des grimpeurs. Il y a d'autres applications qui existent, mais ça marche souvent sur un smartphone. Donc les grimpeurs sont obligés de l'avoir dans la poche. Grimper avec un téléphone, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Ou alors de l'avoir dans le sac, et du coup, avec la maladie, ça rend un petit peu la chose. Enfin, ils n'aiment pas trop manipuler leur smartphone. Et du coup, là, c'est vraiment à disposition. Ça, c'est la première particularité. Et la deuxième, c'est n'importe qui peut créer une nouvelle voie, un nouveau bloc d'escalade en réalisant une combinaison de blocs existants. C'est-à-dire que vous avez différents parcours qui existent dans la salle et vous faites une combinaison entre différentes prises de différentes couleurs pour réaliser un bloc supplémentaire. Voilà, donc je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Vous pouvez faire donc une recherche en fonction. Voilà un petit bug. Vous avez accès à un topo de la salle, donc vous avez un plan de la salle avec les différents parcours qui existent. Vous pouvez sélectionner différentes choses comme les cotations. Voilà. Au fur et à mesure, le plan s'affine avec les blocs qui existent. Et du coup, je ne peux pas vous montrer, je suis désolé, parce que je n'ai pas le bouton voir les blocs. Donc là, le fait d'être en HDMI, ça ne passe pas. Bon, désolé. Toujours est-il que si jamais... je ne peux pas vous montrer. Ouais, je peux pas vous montrer.
précédente. Voilà, en tout cas, ça fait topo de la salle, donc on peut choisir, on peut rentrer différents critères de recherche, entre les cotations, le type de prise, le profil, il y a plusieurs critères différents. Le système se répète, vous montre les blocs qui existent dans les critères que vous avez sélectionnés, et après vous pouvez évaluer chaque bloc en donnant votre avis, en partageant le bloc à un ami, enfin différentes choses, différentes possibilités, voilà. Et il y a le mode création, mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, parce que ça va être un peu difficile. Ouais. Mais si vous voulez faire passer pour voir. C'est un peu plus facile pour vous. En tout cas, le mode création, n'importe qui peut prendre une photo du mur, et puis il peut colorier les prises qui correspondent au bloc qu'il a imaginé. Donc en fait, ça va être un bloc virtuel qui est immédiatement accessible dans la base de données pour les autres grimpeurs de la salle, et tout le monde a accès à son bloc pour l'évaluer, le noter, etc. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me présenter maintenant, comme ça après on passera en site naturel. C'est-à-dire qu'en fait, nous on va rester sur le virtuel, structure artificielle d'escalade, et puis après on passera sur le site naturel. Je ne sais pas si ça vous convient. Donc oui, donc moi je suis Pierre Le Greneur, donc je suis enseignant-chercheur ici, mon bureau est à 100 mètres, donc ça va. Et je suis en même temps vice-président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes pour tout ce qui concerne la compétition en escalade. Actuellement, pour l'Olympiade en cours, je suis référent pour la Fédération internationale sur tout ce qui est recherche. Et à ce titre-là, j'étais aux Jeux Olympiques de jeunes à Buenos Aires, et on sera donc aux Jeux Olympiques de Tokyo cette année pour faire des expérimentations d'escalade. Et donc, on travaille effectivement sur pas mal de solutions avec la Fédération internationale de manière à pouvoir améliorer les règlements, de manière à pouvoir optimiser les performances des athlètes, de manière à normaliser le matériel, parce qu'on est quand même dans le cadre des Jeux Olympiques, donc il ne faut pas que le matériel joue sur la performance également, en tout cas sur l'équité des performances. Et donc, pour ce faire, en tant que chercheur, on ne peut pas faire grand-chose, et donc c'est pour ça que je travaille en particulier avec une entreprise qui s'appelle Luxov, qui est actuellement qui est à Villefranche, à côté d'Arnas, au nord de Lyon. Et donc avec qui, en fait, eux, ils développent des produits, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'utiliser ces produits pour interpréter la performance des grimpeurs, et après le mettre à la disposition de la communauté. Et donc on a fait des solutions, effectivement, pour les Jeux Olympiques. Donc là, c'est une petite solution qu'on a faite, petite. C'est un petit film qui vous présente. En fait, vous le verrez sûrement en direct à Tokyo. Alors ça, c'est pas le mur de Tokyo, parce qu'il est totalement confidentiel, c'est le mur de Buenos Aires. Aux Jeux Olympiques de Buenos Aires, l'idée, en fait, c'est une représentation virtuelle en fait, de l'aire de jeu, de manière à expliquer aux spectateurs effectivement ce que c'est que la performance en escalade, puisque quand on a 2 milliards de spectateurs, il n'y a pas 2 milliards de grimpeurs en face. Donc c'est en fait une application où on peut manipuler les prises, les retirer du mur, expliquer effectivement pourquoi un grimpeur est tombé. Et c'est aussi une application avec laquelle on va pouvoir faire de l'ouverture virtuelle, c'est-à-dire qu'en fait on a une énorme bibliothèque de prises dans laquelle on va chercher des prises. Alors ça peut être des volumes comme celui-ci, on va choisir la couleur du volume. Et donc les ouvreurs vont pouvoir ouvrir avant la compétition de manière virtuelle et après arriver sur le mur pour intervenir dessus. Donc là on peut manipuler en 3D les volumes, et sur ces volumes on peut également y rajouter des prises. Donc là on rajoute une prise, et après tout ça c'est validé avant la construction du mur par la Fédération internationale, ainsi que les couleurs, ainsi que le parcours, et après effectivement on lance la commande des prises de manière à pouvoir effectivement ouvrir les voies. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. C'est une sorte de jeu vidéo, tout simplement. C'est un gros jeu vidéo de mur d'escalade. Vous voyez, par exemple, là, on peut manipuler une prise en 3D, la tourner comme on veut, etc. Le gros avantage, après, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on peut après avoir une visualisation de ce qui se passe. On peut créer le parcours. Et après, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce que va percevoir le grimpeur dans la voie. Donc en fait, le spectateur, il va imaginer ce que le grimpeur il perçoit quand il est en train de grimper. C'est ça qu'on appelle, ce que j'appelle un peu l'escalade augmentée. Ce qui permet en fait au spectateur de se mettre à la place du grimpeur. Donc voilà une des solutions effectivement qu'on va développer.
Donc je vais laisser maintenant. Alors donc après, alors j'avais prévu, parce que j'ai bien travaillé quand même. J'avais prévu qui Tim. Bonjour tout le monde, moi c'est Tim McLean et donc je suis le cofondateur de Wimper. Donc l'application pour vous aider à pleinement profiter de la montagne. Et qu'est-ce que j'entends par super, j'ai un clicker en live. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, on est parti du constat. Moi, je suis un amateur de montagne. On est basé à Chamonix. Et donc, on pratique un peu toutes les activités. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de solution adaptée à nos besoins. Et on est parti du parcours du montagnard ou de l'amateur d'activité de montagne. Et on s'est rendu compte d'un truc tout simple, hein, c'est qu'en fait, l'activité de montagne, c'est pas juste le moment où on est en montagne, où on est au sommet. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui vont se concentrer là-dessus pendant le parcours, de se traquer un peu comme des Strava. Mais en fait, pour aller en montagne, ce qui est important, c'est la préparation, comme vous devez le savoir. C'est la météo, c'est le parcours, c'est la carto, pour pouvoir profiter pleinement du moment. Et après, ce qu'on voit de plus en plus, c'est ce côté de partage, hein, qu'on trouve dans les Facebook, les Instagram. On va vouloir partager notre sortie avec les gens, qui apportent en fait une information en plus aux autres personnes. Ce qu'on voit par exemple avec des sites communautaires comme Camp2Camp aujourd'hui. Et donc c'est ce cercle en fait où nous on a voulu essayer de trouver une solution qui serait en fait adaptée. En fait on retrouve le même besoin, que ce soit de la rando à l'alpi, en passant par le ski de rando ou l'escalade, tout type de niveau. Donc c'est pour ça qu'on a créé Wimper. Donc l'application est disponible aujourd'hui sur Android et iPhone. On a plus de 30 000 utilisateurs à date. Ça fait 2 ans qu'on a créé la société. On avance en mode start-up. Et qui est basée sur 4 piliers principaux. Donc, déjà une grosse base de données d'itinéraires. Donc aujourd'hui, on travaille justement avec Camp2Camp. On travaille avec d'autres sources de données pour pouvoir permettre aux gens de trouver des descriptions d'itinéraires, comment arriver au lieu, monter, descendre. Donc aujourd'hui, on a 40 000 itinéraires dans le monde entier. La carto, donc une carto de base gratuite du monde entier avec des lignes topographiques pour pouvoir se repérer les sites. Les conditions météo, les pentes pour pouvoir voir s'il y a un risque d'avalanche ou pas. Et le dernier pilier, qui est un peu la colle du projet, c'est le côté communautaire. Donc quand on va se loguer sur l'app, la première page c'est un mur, on va voir les retours communautaires. Justement cette information fraîche en montagne pour savoir est-ce que ça passe, est-ce qu'il y a l'arrivée en condition, est-ce qu'il y a de la neige sur le chemin. Et de ce côté aussi, pouvoir suivre des gens, qui est super important, être notifié dès que quelque chose qui nous intéresse s'est passé dans notre réseau. Et le modèle en fait est basé sur une app de base gratuite, donc attirer un maximum de monde qui vont pouvoir trouver de l'information, déjà de la bonne information, donc les itinéraires communautaires, la carte de base, le côté social, tout ça c'est du gratuit, on peut utiliser l'app pleinement, créer sa communauté. On travaille sur d'autres fonctionnalités un peu plus classiques comme le tracking, la gamification, ou pour revenir peut-être un peu plus au thème, on réfléchit à la réalité augmentée par exemple, pour pouvoir visualiser son départ de voie d'escalade en falaise, trouver son point, voilà, si ça il est à côté de l'arbuste, je peux le voir directement. Et autour de cette app gratuite, c'est proposer des services de valeur. C'est-à-dire c'est là où notre modèle entre en jeu. Nous on considère qu'il va falloir que l'app devienne mondiale, c'est pas 30 000 personnes, mais on peut parler de millions de personnes, et arriver à atteindre 3-4% de gens qui vont payer pour un service. Et ce type de service, aujourd'hui, sur iPhone, on a un service premium qui permet, avec 25 € par an, d'avoir un accès hors ligne, la carte 3D, un filtre détaillé, la météo des sommets. On a un partenariat avec Météo Blue, donc on a la météo dans le monde entier de chaque sommet qui est dans notre base de données. Et à côté de ça, revendre et vendre des services qu'on connaît, comme par exemple avec Iphigénie ou d'autres vendeurs, vendre la carte IGN, vendre la carte Swiss Topo. Et le dernier modèle qu'on vient de mettre en place, c'est la vente de topo payants, parce qu'on considère nous qu'on peut allier les deux mondes, le topo gratuit du Camp2Camp et le topo qui vient d'éditeurs professionnels. Donc aujourd'hui, on a un test, on a mis en place des topos en vente avec Damilano, à Chamonix, Gilles Bruno, donc des éditeurs de topo reconnus, où on va pouvoir en fait acheter leur topo à 2-3 € à l'unité, ou tout le massif pour 30 € comme le livre qu'on a trouvé en librairie, mais adapté au téléphone,
en parallèle du contenu communautaire qui souvent est, on ne sait pas d'où ça vient, c'est subjectif et il manque souvent de l'information. Voilà, on travaille sur d'autres idées de monétisation, mais voilà le concept de base. Merci. On va continuer avec Adrien. Tu peux passer direct, s'il te plaît. C'est bon ça? Ouais, c'est ça. Du coup, tu peux passer. On va voir que je vais pas bien jouer en présentation. Donc nous on travaille avec Tim, et nous je travaille dans la LPO, qui est une association de protection de la nature, et on a eu besoin de pousser du contenu pour les gens qui pratiquent de l'escalade, du contenu sur les interactions entre la faune et les pratiquants de l'escalade. Enfin, on travaille sur toutes les pratiques sportives, mais notamment sur l'escalade et l'alpinisme. Et on avait envie d'expliquer et d'informer les pratiquants sur les impacts éventuels qu'ils pouvaient avoir quand ils allaient faire une voie, une grande voie, une plus petite, peu importe. Et l'idée c'était que souvent ils avaient le panneau en bas de la voie, mais si vous avez fait 1h30 de marche d'approche, 1 heure de voiture avant, vous arrivez en bas de la grande voie et que on vous dit bah non, grimpez pas parce qu'il y a un aigle royal dans la falaise, ça crée un peu de frustration. Donc soit vous repartez et vous avez envie de tirer sur tous les oiseaux que vous croisez, soit vous grimpez quand même parce que vous êtes venu pour ça. Et donc on a travaillé avec beaucoup de partenaires pour pouvoir proposer cette donnée sur la sensibilité. Tu peux mettre le schéma, t'inquiète pas. Et pouvoir, donc on a créé une base de données en ligne qui permet de saisir cette donnée sur ce qu'on appelle les zones sensibles pour la faune, et également tout ce qui va être zone réglementaire, par exemple des réglementations en cœur de parc national ou dans les réserves naturelles, sur la pratique de l'escalade, mais ça peut être aussi sur le vol libre, sur le ski, sur la randonnée ou autre. Et donc on a mis tout ça dans une base de données en ligne avec un flux de données qui peut être derrière récupéré par des plateformes, par des applis comme Whipper, des plateformes comme ToCamp, et vous allez retrouver cette info sur la sensibilité de la zone, la sensibilité d'une espèce directement sur le topo en ligne quand vous êtes dans la préparation de votre sortie. Et en plus de ça, toutes les zones sont accompagnées de contenu pédagogique. On va essayer de vous expliquer comment est-ce que cette zone elle a été construite, pourquoi est-ce que c'est sensible à telle période, toujours pourquoi par rapport à la pratique, quelles sont les interactions que peut avoir votre pratique avec la faune sauvage. Donc vraiment dans une logique, il n'y a aucune idée d'interdiction dans notre démarche, mais c'est vraiment une logique de transmission de la connaissance, en se disant que les grimpeurs, les alpinistes, on est tous hyper proches du milieu naturel, et en fait si jamais on a un impact qui est négatif, c'est pas de notre volonté, c'est plus du fait qu'on n'a pas l'information. Donc là l'idée c'est de pousser l'information et en même temps d'apporter du contenu qui permet d'apprendre un peu sur la faune sauvage et sur le milieu montagneux. À côté de ça, vous pouvez récupérer aussi les zones pour les intégrer dans votre GPS. Ça peut être pratique pour le vol libre parce qu'on peut mettre de panneaux en l'air. Et vous pouvez aussi les consulter directement grâce à un petit widget qu'on vient de mettre en place, donc, sans que ce soit relié à un itinéraire. Vous pouvez aller consulter toutes les zones si jamais vous êtes vraiment intéressé. Et malgré tout, moi j'étais un peu surpris que c'était une demande que j'avais de la plupart des pratiquants d'avoir le plus d'infos possible sur toutes les zones et pas seulement l'info sur un topo. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, du coup Benoît Pével, je travaille au ministère des Sports et plus particulièrement au pôle ressources nationales sport nature. On est basé à Vallon-Pont-d'Arc qui est aussi un joli spot pour l'escalade. Alors avec moi du coup vous n'allez pas pouvoir, avec mon application vous n'allez pas pouvoir progresser, vous n'allez pas non plus trouver des aspects ludiques ou trouver des topos, mais du coup nous l'idée c'était de responsabiliser le pratiquant sportif de nature et donc le grimpeur sur son lieu de pratique qui est entre autres les espaces naturels, et du coup utiliser du coup ce grimpeur comme étant en fait une sentinelle qui puisse faire remonter des informations sur le terrain face à des incidents qu'il pourrait éventuellement rencontrer lors de sa pratique. Donc c'est donc le dispositif Suricat, application qui est téléchargeable sur tous les stores, comme on dit, mais aussi accessible sur Internet. L'idée en fait c'est que chaque pratiquant utilise en fait la géolocalisation soit de son smartphone ou soit va cocher sur la carte l'endroit où il a constaté un incident. Donc on a différents types d'incidents qu'on peut constater. Donc que ça soit un problème de sécurité, par exemple un éboulis sur une falaise, mais aussi
des dépôts sauvages, un problème environnemental, des conflits d'usage ou également des problèmes de signalétique. Et donc en faisant donc ce signalement, la description aussi, en donnant une petite description, en validant, en fait, ça a notifié automatiquement un réseau d'administrateurs qu'on a constitué sur l'ensemble du territoire qui, du coup, sont notifiés, eux, de l'incident avec ses caractéristiques et sa localisation, et donc ils sont à même de pouvoir intervenir pour pouvoir résoudre la problématique. Par exemple, il y a un panneau d'information sur un site d'escalade qui est cassé, du coup, sont notifiés le comité départemental de l'escalade et aussi les collectivités territoriales, donc qui ont l'information pour pouvoir intervenir. Et ici, vous avez par exemple un cas réel qui s'est passé dans la Drôme, où on a donc la sentinelle qui a fait le signalement le 3 janvier. Le 7 janvier, ce signalement a été pris en charge par le réseau d'administrateurs, donc entre autres par le comité départemental FFME de la Drôme, qui a donc contacté la sentinelle pour avoir des informations supplémentaires. Le signalement était donc dans le parc naturel régional des Baronnies, donc qui a été aussi informé que sur ce site il y avait eu, si je me rappelle bien, un éboulis. Et donc quelques jours après, puisque les incidents ils mettent plus ou moins de temps à être résolus, le 25 janvier, 22 jours après le signalement, la FFME a indiqué qu'elle avait purgé donc la voie, et donc la sentinelle reçoit une information comme quoi on la remercie bien et que le signalement est résolu. Donc en termes de nombre de sentinelles qu'on a sur le réseau Suricat, donc le réseau Suricat ne concerne donc pas uniquement l'escalade mais bien l'ensemble des sports de nature, avec principalement pour l'instant des signalements qui reviennent à la discipline de la randonnée pédestre, mais on était en 2018 sur plus de 3200 signalements qui ont été remontés sur l'ensemble du territoire, puisque l'ensemble des départements ont au moins un signalement par an. Voilà. Donc merci. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions rapidement sur les présentations qui vous ont été faites? On va répondre tout de suite. Non? Alors, comme dit aux étudiants, souvent, si vous n'avez pas de questions, c'est que ça ne vous intéresse pas. Ah ouais, si, je dis ça. Bien, ouais. Alors, la première question, l'escalade, ça fait maintenant, depuis 1970 qu'on est rentré dans l'escalade libre en France. On a tout le temps fonctionné, effectivement, sans numérique. Parce qu'on est au pied des falaises, c'est vrai que grimper avec un smartphone, ça peut être compliqué. Que quand on s'entraîne, on est assez rustique. Et là, depuis effectivement quelques années, enfin même quelques mois, on voit apparaître pas mal de solutions numériques. Alors moi, la première question que j'ai envie de poser, même si vous y avez un peu répondu dans vos présentations, c'est pourquoi opter pour le numérique? Pourquoi basculer dans cette culture numérique en escalade, alors qu'a priori, ça fait 30 ans qu'on fonctionne très bien sans? Je sais pas, qu'est-ce qui veut commencer? Ouais, pour ma part, en fait, tout le concept de Puzzle Up, c'est parti à l'époque, quand on grimpait avec les copains, on créait des blocs en salle, et il y avait des blocs qui étaient juste très jolis, très sympas à faire. Et du coup, il y a certaines personnes qui avaient envie de le reproduire le lendemain ou 2 jours après, ou même nous quand on revenait la semaine suivante et qu'on se disait mais c'était quoi le bloc qu'on avait créé, c'était quel prix, c'était celle-là, c'était celle-là. Du coup, on avait du mal à se souvenir, et du coup, on avait trouvé une solution, c'était de prendre en photo le mur et puis d'entourer les prises correspondantes au bloc qu'on avait imaginé. Donc c'est un peu l'évolution de cette partie-là. On est parti du papier pour passer sur le mode virtuel. Donc il y a moins de gaspillage de papier. On peut adapter, on peut proposer d'autres options qui permettent de générer une communauté autour de ça et tout ça. Donc pour ma part, c'est ça qui s'est passé. Même à l'époque, avant le papier, les gens notaient A, B, C, D à côté de chaque trou de prise et reportaient le parcours A1, B16, C8, enfin voilà. Et du coup, ça c'était la première étape. La deuxième étape, ça a été le papier. La troisième étape, c'est du coup
le virtuel. Voilà. Et le virtuel, il apporte vraiment quelque chose en plus que le papier Bah, je ne sais pas s'il apporte quelque chose de plus, en tout cas il permet d'être plus rapide, plus précis, et de générer une espèce de base de données qui sera accessible à des endroits différents en tout lieu. Voilà. Notamment grâce à son smartphone, on peut accéder à pas mal de choses, même si on est dans le bus en train de rentrer à la maison. Enfin, c'est vrai qu'on pratiquait. Maintenant, comme ce qu'on dit dans notre accroche, c'est profiter pleinement de la montagne. C'est-à-dire, bien sûr, on pourra sortir, mais moi j'ai pratiqué avant qu'il y ait les smartphones, même encore aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait adapté, mais juste une histoire d'où est venue notre idée, c'est il y a 3 ans, on part faire une escalade autour de Chamonix, chercher une falaise, vers les Chaiseries, vous connaissez. C'est une approche d'1 heure, il y a différents chemins, après il y a plusieurs voies. Moi c'était la première fois que j'y allais, on s'est paumé, on a pris le chemin d'en haut, on a mis 4 heures pour trouver la voie au lieu d'1 heure. Le temps qu'on commence à grimper, il commence mauvais temps à y arriver, on a dû faire une petite longueur, on est redescendu. Avec les applications, c'est toujours la grimpe, mais ça nous aurait permis de trouver l'approche tout de suite, de se géolocaliser sur notre app et pouvoir commencer à faire la voie, redescendre et vraiment profiter de la journée comme on avait prévu, et même trouver la voie le plus rapidement possible. Donc, c'est un outil de facilitation, ça ne remplace pas la grimpe, mais ça va nous permettre de découvrir d'autres différents endroits. Un autre exemple, c'est, pour moi, oui, on grimpait, mais souvent le monde de la grimpe, c'est un petit monde, il faut des clés pour y arriver. Aujourd'hui, avec ce genre d'app, on va pouvoir se dire, j'ai commencé à grimper en salle, je cherche un 5B en falaise, et facilement, je n'ai pas besoin d'appeler des guides ou de me renseigner ou creuser sur Internet et ne savoir pas où aller, je vais pouvoir, en 2 clics, filtrer, trouver l'endroit autour, pas très loin d'où je suis localisé, une voie en 5B, en 5A, pour commencer à grimper, même si je ne connaissais pas avant. Donc en fait, c'est plus pour moi un outil, une clé pour pouvoir profiter encore plus de la montagne que de réinventer l'escalade qui est le cœur du concept et qui, pour moi, doit se faire sans technologie pour vraiment vivre pleinement ce métier. Je vais me faire l'avocat du diable. Parce que moi, j'ai appris, je me rappelle, j'ai commencé à marcher en montagne, j'avais 6 ans. Donc, mon père était guide, et puis son truc, c'était partir sans carte. Se dire, on voit le sommet là-bas, et puis je vais t'apprendre à marcher au soleil, et à trouver l'itinéraire logique, parce que tu vas arriver à le sentir. Est-ce que quelque part, justement, toute cette forme de poésie, cette forme de communication avec l'environnement, ou même avec les autres, pour discuter, pour communiquer, pour partager, effectivement, on n'est pas en train un peu de le tuer non plus. Du coup, je me fais l'avocat de l'autre côté. Je suis d'accord avec cet aspect-là, on peut le craindre, mais en même temps, on n'est pas obligé de l'utiliser. C'est-à-dire que c'est un outil supplémentaire qui s'offre à nous. Mais celui qui veut rester dans une pratique traditionnelle dans laquelle l'ensemble des éléments doivent être résolus par la perception qu'on a de l'environnement, il peut avoir le choix de garder cet aspect-là. C'est un peu comme la télé, hein. Si on ne veut pas la regarder, il suffit de ne pas l'allumer. Ouais, après sur cet aspect-là, nous c'est aussi ce qui nous a amené à aller sur le numérique, c'est qu'en fait on va avoir des gens en montagne qui n'ont pas forcément la connaissance du milieu. Alors là on est sur une orientation très faune, mais avec la démocratisation des topos et des pratiques, on a parlé des salles d'escalade qui sont en plein boom, qui amènent aussi des gens en milieu naturel. On va avoir des gens qui arrivent en milieu naturel et qui n'ont pas forcément une connaissance fine du milieu, alors qu'avant, quand on était sur une pratique un peu plus restreinte, on avait des gens qui étaient un peu plus formés ou autres. Et c'est là où nous, on s'est dit que cette transformation dans le numérique, en fait, on devait l'accompagner en apportant du contenu sur la faune, mais je pense qu'il y a d'autres informations qui peuvent transiter par le numérique et qui peuvent permettre de transmettre cette information, cette formation aux personnes qui vont venir à la montagne par la facilitation des outils numériques.
Et juste, encore une fois, je pense que la montagne, c'est à la valeur d'humain, d'échange. Je pense pas que la technologie va tuer ça, parce que c'est le cœur quand même de la valeur. Mais pour revenir à ton exemple, toi, tu as eu la chance d'avoir un papa guide qui t'a donné les clés, qui t'a montré comment y aller. Tout le monde n'a pas cette chance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un ancrage à Chamonix, donc j'ai pu découvrir ce milieu. Mais une personne qui va découvrir l'escalade en salle, comment... Voilà, pour moi, encore une fois, c'est des clés pour arriver à ce milieu qui ne va pas tuer l'âme du sport et du concept. On va quand même se retrouver en refuge, on va quand même avoir un besoin d'un compagnon de cordée. C'est pas, je ne vais pas sortir avec mon iPad au bout d'une corde. Encore, il est sur pas de Toujours pas intéressé. Comme ça, on peut enregistrer. Merci. Bonjour à tous. Quand je suis venu à ce salon, j'avais une idée très précise de ce que je cherchais. En fait, je cherchais à optimiser le plus possible une petite salle. Je veux monter une petite salle, 140 mètres carrés à Montréal, mais je vais l'optimiser pour l'escalade. C'est-à-dire, sur une petite surface, avoir le plus de possibilités de problèmes, de blocs. Et selon moi, pour arriver à ça comme solution, il faut passer par des solutions numériques, réalité augmentée ou autres. J'entends par là, par exemple, je me suis renseigné avec des solutions comme le Keep Board, peut-être certains connaissent, avec des prises lumineuses qui vont s'allumer en fonction d'une application qui, sur 4 mètres sur 4 mètres, permet d'avoir 10 000 projets de blocs. Après, à cela, il y a des contraintes. Il y a un coût, il y a des contraintes aussi de personnes qui peuvent grimper en même temps sur le mur. Il y a le Moonboard aussi qui se propose. La solution d'ailleurs de Puzzle Up est une solution alternative très intéressante à ça, d'avoir plein de prises sur un pan avec plein de possibilités créées par une communauté. Là, l'autre question auquel je n'ai pas encore eu la réponse à ce salon, c'est une solution un peu du type réalité augmentée utilisée par la Kinect de la Xbox. C'est comme une caméra utilisée par la Xbox à l'origine et qui permet de projeter des images sur un pan de mur. Imaginons que vous êtes sur un pan de mur complètement noir, et puis là vous avez un vidéoprojecteur qui va mettre des points bleus, des points rouges, vous les suivez avec vos mains, et la Kinect, cette caméra avec deux optiques, permettra d'interagir de manière interactive avec le grimpeur. Le grimpeur touche le bloc rond par exemple, puis tout d'un coup ça lui indique le prochain point, ou même il y a des jeux comme ça avec des personnes qui sont à chacun du pan de mur, et puis ils peuvent se renvoyer une balle, donc rendre l'escalade ludique sur un pan, et l'ouvrir aussi avec des enfants. Je voulais savoir, parmi le panel des personnes qui sont là, est-ce que certains d'entre vous connaissent ces solutions, les ont testées, expérimentées, ou connaissent des personnes qui pourraient revendre ce principe-là. Donc ça permettrait d'avoir une salle de bloc classique qui existe, quelqu'un qui l'aurait ouvert il y a 10 ans par exemple, et il implémente cette solution avec le vidéoprojecteur, la Kinect, et il rajoute toute une partie interactive, ludique. Et comment ça a été fait? Voilà ma question pour ce sujet-là de réalité augmentée, numérique, escalade et bloc. Vous avez des solutions? Moi, j'ai connaissance d'un projet comme ça, mais bon, j'ai pas le nom en tête, mais oui, il y a une entreprise qui propose ça sous le forme de vidéoprojecteur. Ouais, je l'ai vu aussi quelque part. J'ai pas le nom en tête, mais ça doit être facilement retrouvable. Je pense que c'est dans les pays nordiques, il me semble. Ouais, et puis voir à quel point c'est des choses qui peuvent être transposables à Montréal, là où j'habite, et connaître, oui, s'il y en a même peut-être plusieurs, il y a certains, peut-être 2 ou 3. Bon, je vais vendre. Mais ok, je vais faire mes recherches ce soir. Sinon, il y a la solution aussi, il y a des entreprises qui font des prises qui détectent le contact et qui font également la luminosité. Et donc, effectivement, dès qu'on détecte le contact, la lumière change et on va ailleurs. Oui. C'est une autre solution également aussi. Cette solution-là, elle est d'ailleurs très technologique, avec des capteurs sensitifs sur la prise, mais ça demande en fait de rechanger toutes les prises de tous les pans qui sont déjà en place. Moi, je prends la solution d'un pan qui existe déjà, et je veux, par exemple, le rendre plus numérique, et aussi en termes de coût, c'est intéressant d'avoir une structure classique, et grâce à un système de lumière, le rendre interactif, numérique, et avec la fameuse réalité augmentée, parce que on interagit avec la lumière, et il prend en compte le mouvement, et il peut faire plein de jeux en ligne. Donc cette solution existe, mais elle est encore différente de ce que je recherche comme solution.
D'accord. J'ai une autre question. Vous pouvez vous présenter aussi. Oui, Jean-Charles, je suis grimpeur et j'adore ça. Alors je ne connais pas la suite des questions que vous poserez, donc je ne sais pas si vous aborderez ce thème, mais on a pas mal parlé que le numérique était... on a abordé le numérique avec le biais que ça facilite la vie des grimpeurs. Et je voulais voir si le numérique aussi, dans vos aspects, permet d'enrichir, alors je pensais à vous, notamment la connaissance scientifique. Est-ce que le fait demain de pouvoir récupérer des millions de data va vous permettre d'accélérer la science sur la physiologie, sur des dangers spécifiques dont vous parliez, des choses comme ça? Oui, bien sûr, ça peut se voir aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que l'accumulation des données, c'est le big data, qui devient en fait une vraie forme de recherche en fait. On peut avoir des formats de recherche scientifique qui sont basés sur l'origine de l'empirisme. On va aller sur de l'expérimental, sur de la modélisation, sur de la simulation. Le big data, c'est encore une étape d'après, où l'accumulation de données nombreuses, même si elle est dans tous les sens et même si elle est moins cadrée que dans un laboratoire de recherche, peut donner inspiration et informer effectivement sur des connaissances qui sont encore inconnues en fait, par biais de relations entre des données nombreuses. Et voilà, ouais, bien sûr, positif, je réponds positivement à ça. D'ailleurs, à ce propos, ton système, tu récupères les données ou il est complètement autonome et tu n'as pas accès aux données qui sont faites par une personne qui va l'acheter, qui va l'utiliser? Le système actuellement il est en local, mais dès janvier 2020 il sera effectivement sur serveur, c'est-à-dire qu'on peut récupérer les données, mais tout en étant soumis à la loi de protection des données des personnes. Mais données qui, anonymisées, peuvent servir effectivement à ce genre de démarche. Donc c'est une super question parce qu'en fait ça me fait une transition nickel derrière, parce que justement la question que j'avais derrière, c'est que effectivement avec l'escalade augmentée, alors j'aime bien le terme d'escalade augmentée parce que souvent on parle de e-sport, choses comme ça. On n'est pas dans le jeu vidéo, c'est qu'on continue à pratiquer sur le terrain, mais on rajoute de l'information en plus. Donc c'est effectivement c'est de l'escalade ou de l'alpinisme augmenté. Donc effectivement, on va avoir de plus en plus d'informations qui vont arriver. Alors moi, ma question était justement, d'un côté, qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Qu'est-ce que effectivement, des deux côtés, c'est-à-dire qu'est-ce que l'utilisateur va faire de toutes ces informations, parce qu'il va se retrouver avec une masse d'informations qu'il va falloir qu'il trie. Qu'il va falloir que cette information ait du sens pour lui, parce que je prends la science par exemple, on va lui donner des valeurs de puissance. Je pense que le grimpeur qui n'a jamais fait d'études de physiologie niveau master, il va se retrouver avec une valeur de puissance. Je pense qu'on lui aurait dit que sa valeur de lactate, son pH était de temps, ça ferait exactement le même effet. Donc effectivement, c'est ça qui m'inquiète toujours un peu aussi, c'est donner du sens aux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, donner du sens, mais si on donne du sens quelque part, c'est que aussi, on va peut-être aller plus loin, c'est induire aussi un comportement. C'est qu'on va lui proposer des solutions. Donc on va devenir peut-être invasif effectivement sur son comportement. Donc il y a effectivement sa première question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que l'utilisateur va faire de toutes ces données. Et puis de l'autre côté, c'est peut-être dans un second temps pour en réfléchir aussi et puis nous dire quelles sont vos solutions, ce que vous, en tant que prestataire, vous faites de ces données. C'est ce qu'effectivement vous allez rentrer dans une logique de big data qui va vous permettre de faire des statistiques sur du longitudinal pour savoir le comportement des gens. Est-ce que effectivement vous allez induire aussi ce que je disais tout à l'heure, aussi le comportement des gens, par exemple en proposant des courses qui conviennent à leur profil, etc. etc. Entre guillemets, que deviennent libre arbitre aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui veut commencer. Dans l'ordre, Ouais, non, c'est un sujet super intéressant auquel il faut faire attention parce que voilà, l'idée de la data est très sensible et il faut respecter le droit aux gens, surtout avec le RGPD, de pas tout récupérer, c'est dans l'info, hein, comme on peut imaginer à la mode Google.
mais je pense que ça peut apporter beaucoup. On discutait, nous, hier, c'est pas un peu dans tous les sens, mais on fait partie d'un programme Astropreneur. On est en train de voir comment la technologie spatiale en fait, pourrait nous aider à trouver des fonctionnalités liées à la montagne, donc, par exemple grâce aux satellites, voir où est-ce qu'il y a beaucoup d'avalanches ou pour définir des endroits à risque. Et en fait, la technologie ne peut pas tout faire, et en fait l'expérience humaine peut apporter beaucoup. Et justement, le fait d'avoir, nous, une application où on a des utilisateurs qui vont partir en montagne, qui vont faire des parcours, on peut tracer cette data, encore une fois sans la lier à la personne, donc il n'y a aucun lien avec la personne, mais on peut faire le lien avec des technos et le passage des individus pour définir des comportements. Et à partir de là, peut-être apporter des solutions pour éviter des zones de risque ou créer des outils qui peuvent être en fait utiles à l'utilisateur au bout du compte. Donc la data, nous on la regarde vraiment comme plus on a d'informations, plus on a de flux, plus on peut comprendre les comportements et plus après on peut trouver des idées de solutions. Il y a une idée business aussi, c'est par exemple, nous, quand c'est un modèle économique, c'est si les gens passent à un certain endroit, pouvoir à un moment leur proposer, s'ils ont validé dans leur concept, une pop-up et leur dire tu sais que tu passes ici, tu as un mur d'escalade qu'on vend et tu peux l'acheter pour 2 €, ou il y a une promo en ce moment pour, encore une fois, nous dans l'idée c'est apporter quelque chose. Maintenant il faut bien faire attention parce qu'on comprend que c'est intrusif et que tout le monde n'est pas d'accord, donc c'est aussi bien informer les gens s'ils veulent accepter ce service ou pas. Donc il y a aussi cet aspect-là où il faut bien faire attention et encore une fois le sujet est sensible, mais on pense que vraiment ça peut apporter de la valeur et apporter des choses aux gens et des choses aux utilisateurs. Hop, je rebondis du coup. En fait, la data, c'est avoir connaissance des données personnelles, donc ça sur la recherche, sur l'augmentation de sa performance. Et là, sur cet aspect que vient d'exprimer Tim, c'est sur ce que font en fait les pratiquants, où est-ce qu'ils pratiquent, à quelle fréquence. Et ça, ces données, elles peuvent être intéressantes pour les collectivités qui peuvent du coup porter des solutions en termes d'aménagement quand on sait que il y a, je sais pas, 1000 passages sur tel itinéraire, sur telle marge d'approche. Derrière qu'on voit qu'il n'y a pas forcément d'aménagement et qu'il n'y a pas de signalétique, du coup qu'on va perdre beaucoup de temps pour trouver du coup cette fameuse voie parce qu'on n'a pas l'application et puis parce qu'on a justement eu trop d'applications quand on a été jeune et qu'on ne sait plus lire une carte tout simplement. Et du coup ces informations elles peuvent être utiles pour les aménageurs, pour les collectivités, pour les comités départementaux, les fédérations, pour pouvoir en fait améliorer les sites de pratique et donc réguler en fait les flux et donc avoir une escalade, je parle en milieu naturel, qui soit plus favorable et plus adapté aux besoins des pratiquants. Ouais, je vais rebondir juste 2 secondes sur ça. C'est que nous, par exemple, on utilise beaucoup la heatmap de Strava. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de Strava qui met en ligne toutes les courses qui sont faites et ça donne des cartes de chaleur de la fréquentation. Et nous, on se sert de ça, parce que c'est public, pour arriver à identifier les lieux de pratique et arriver à les catégoriser en fonction de l'intensité de la pratique. Et ça nous permet d'identifier des tronçons sur lesquels on va avoir beaucoup d'interactions avec la faune, d'autres moins, et ça nous permet derrière d'aller voir les clubs, les fédérations, et dire regardez là on a un enjeu parce qu'on a un mec qui niche là et on voit il y a 1000 passages par jour, du coup il faut qu'on travaille ensemble sur ces questions-là, et du coup indirectement on se sert de ces données qui vont être disponibles dans des applications un peu collaboratives où les gens partagent leurs traces et on sait où ils sont. Quand ils passent. Ouais, pour Puzzle Up, l'analyse des données, c'est plutôt quel est le comportement des clients grimpeurs dans une salle, et du coup ça va permettre aux gérants de salle ou aux ouvreurs professionnels d'ouvrir plutôt des blogs de telle ou telle façon selon la demande en fait des clients. Donc c'est plutôt dans ce sens que l'analyse se fait. Ça reste en local et c'est plutôt un outil de gestion d'ouverture pour le gérant de la salle et des différents ouvreurs. Voilà. En termes de données. Juste un mot sur la première partie de la question, qui portait
porter plus sur l'utilisateur. On a la chance maintenant d'avoir en fait une instrumentation de l'environnement via GPS, via des photos, via des capteurs qui nous informent qui peuvent nous informer, qui nous permettent de mesurer cet environnement et qui nous permet en fait via ces mesures de traiter un environnement incertain, que ce soit en montagne ou complexe dans les murs, ou s'informer sur ce qu'on est, plus du point de vue de l'utilisateur, et qui permet de résoudre les problèmes, que ce soit d'itinéraire, de montagne, ou des problèmes d'inspiration sur les murs, ou des problèmes de ressenti et de perception de soi-même. La grosse problématique face à ça, c'est effectivement ce que tu évoquais, Pierre, c'est que le flux d'informations qu'on est capable d'ingérer, nous, à l'instant T, comme utilisateur, il est limité, en fait. On a des capacités limitées d'attention et de cognition, qui fait que toute information issue de ces capteurs, que ce soit nos smartphones, prises instrumentées, prises lumineuses, ou itinéraires, ou images projetées, se doit de pouvoir avoir du sens et ne pas venir surcharger un système qui a une capacité limitée. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose qui clignote dans tous les sens, qui m'informe avec un affichage numérique de quelle vitesse je vais, etc., il se peut que je n'arrive plus à répondre à la tâche principale. C'est ce pourquoi, par exemple, quand on a beaucoup vu à une certaine période les lunettes Google qui étaient censées nous informer sur la vitesse où on allait, le nom de la personne qui était en face de nous. Pourquoi ça a été un bide? Parce qu'en fait, finalement, lorsque j'ai quelque chose d'affiché devant l'œil, je ne suis pas capable de faire la tâche principale à laquelle je suis en train de répondre, c'est-à-dire parler à des gens ou conduire. C'est pour ça qu'avec nos smartphones, quand on envoie un texto, c'est difficile quand on conduit. On est saturé. Et donc, je pense qu'il y a une grosse réflexion qui est à faire par rapport à la possibilité technologique qu'il y a actuellement. Il y a des multitudes de choses possibles. Et il faut bien réfléchir à qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui ne va pas trop surcharger les canaux attentionnels que l'humain a. Voilà, pour l'utilisateur, il y a cette crainte-là. C'est super intéressant ce que tu dis, et justement ça me fait rebondir sur les topos, parce qu'en fait, ce que tu disais, c'est que tu te retrouves avec 40 000 voix. L'utilisateur, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse un choix. Comment il va faire ce choix? Est-ce que vous allez l'aider à faire ce choix, ou débrouille-toi et ciel t'aidera, quoi, à peu près. Pour l'instant, l'idée, c'est pas de l'aider, c'est lui donner les outils en main pour qu'il puisse choisir avec ses critères. Donc pour moi, la clé, je vous disais l'exemple tout à l'heure, c'est devant un mur de Cohen avec plein de voix, et plutôt que de sortir son topo, essayer de trouver la voix à son niveau, et essayer de choisir et trouver et perdre ces 5 minutes, c'est juste refaire la démarche, mais grâce à l'outil, faire gagner du temps. Donc je suis ici, je veux du 5C au maximum, et je vais voir toutes les voies pour que je puisse choisir. C'est réfléchir en tant que grimpeur, qu'est-ce qui pourrait m'aider, me faire sauver du temps. Enfin, un peu à deux, je suis désolé, mais... non, je prends mon expérience, c'est que souvent, je me rappelle, quand je grimpais, parce que j'ai arrêté depuis quelques temps, contrairement à toi, à un moment donné, on se retrouve effectivement sur une falaise. On va avoir 2 7A ou 2 7B à choisir. Et puis, on a le topo, on regarde. Et puis, on va dans un et puis en fin de compte, c'est un 7B, mais c'est un 7B bloc, quoi. À un moment donné, je n'ai pas le niveau 7B bloc, donc je redescends. Justement, j'aurais évité effectivement ceci, si effectivement le topo bien fait, ou en tout cas si on veut reproduire le topo bien fait, me dit bon, attention, c'est que toi par rapport à ton niveau en bloc, effectivement, c'est peut-être pas celle-là que tu vas choisir, ou effectivement tu es plutôt quelqu'un de technique qui grimpe en dalle et tu n'as pas vraiment de force, donc tu vas plutôt choisir. Voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est à un moment donné, est-ce qu'il y a un profil utilisateur qui va permettre d'orienter des choix sans forcément les imposer, mais voilà. Je me demande en quoi le numérique ça peut apporter quelque chose de plus que le papier, quoi. C'est l'idée, les gars.
Ouais, ça c'est une de nos réflexions à la base du projet, c'est aussi de rendre l'app intelligente. Donc là tu arrives à un niveau de détail qui serait assez incroyable, hein. Mais je pense que c'est possible à terme. Nous, déjà, ça serait de pouvoir dire, tu entres tes informations dans ton carnet de course, donc quelque part on récupère de l'information, on sait que tu fais peut-être de l'escalade et du ski de rando, on sait que par rapport aux sorties que tu as faites, ton niveau c'est du 6A en tête et je sais pas, du PD en ski de randonnée, et à partir de là, rendre l'app intelligente, qu'est-ce que j'entends par là? C'est proposer des choses, dire je sais que tu es basé à Lyon, je sais que tu fais ce type d'activité, voici un petit peu, parce que quelque part on fait le filtre pour lui. Tu pourrais imaginer des gens de la communauté ont fait des sorties correspondantes, donc on peut les recommander par rapport à ça. Tu peux demander à Jean-Pierre parce qu'il l'a fait il n'y a pas longtemps. Donc oui, dans l'idée, on aimerait pouvoir, encore une fois, dans l'idée de faciliter toujours, recommander les choses et dans l'idée des clés, c'est-à-dire presque avoir un coach quelque part, on n'y est pas, on est encore à la base du projet, mais dire je sais que tu as fait une rando difficile, je sais pas, tu as fait le buet, je vois que tu aimes la montagne, peut-être que tu aimerais essayer l'escalade ou l'alpinisme, faire une voie des cosmiques, une voie d'initiation, pour essayer de pousser les gens à encore plus profiter de la montagne. Donc voilà, nous, notre idéal, ça serait d'arriver à ça. Oui, je pense que c'est un peu une analyse en fait de la pratique de chacun, et en fonction de l'application, le système, apprend qui est la personne et du coup va proposer des voies correspondantes à sa tendance à elle. Il y a une autre possibilité aussi, donc ça c'est ça ne correspondra pas pour vous, mais c'est de créer des alertes en disant la prochaine fois qu'il y a un SETA ouvert sur des plats en dévers dans ma salle dans laquelle j'ai l'habitude de grimper, je reçois une notification sur son téléphone indiquant qu'il y a une nouvelle voie qui correspond à ces critères. Donc, il y a soit l'application intelligente qui va d'elle-même proposer des nouveaux parcours, donc ça c'est ce que toi tu envisages de faire, j'espère aussi pouvoir le faire à terme, c'est aussi beaucoup d'intelligence artificielle, ça apprend tout seul, et aussi la possibilité de créer des alertes et d'être notifié dès lors que... voilà. Et donc pour ça, il faut effectivement une base de données qui soit achalandée et qui accessible. Et justement, Laurent, je vais te poser une question, c'est que toi, tu n'as pas d'intelligence artificielle pour faire des programmes d'entraînement, pas encore. Comment tu vas enrichir par la suite, effectivement, il y aura des collaborations avec des entraîneurs, etc., pour enrichir, ou c'est toi qui vas continuer à faire de la recherche là-dessus? Alors si. Si, l'idée est de créer, mais ça me permettra aussi de faire une remarque par rapport à ça. L'idée, c'est de créer, avec la Smartboard, un profil physiologique. À partir de ce profil physiologique, avoir effectivement une action intelligente qui permet d'orienter, selon le profil identifié, vers des types d'entraînement qui sont recommandés pour progresser. Et c'est là, par exemple, si je suis un grimpeur très puissant et très endurant, mais que j'ai pas de force dans les doigts, on va te conseiller d'aller faire des exercices développant la force dans les doigts. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait, alors soit avec inspiration de la recherche, c'est-à-dire les connaissances des effets de l'entraînement sur des bénéfices. À ce moment-là, on implémente en fait des types d'entraînement qui sont basés sur la recherche. Ça peut être fait par la communauté, c'est-à-dire qu'un entraîneur propose un exercice qu'il va partager et qui va être repris par ceux qui veulent s'entraîner avec cet exercice. Mais il y a une notion quand même qui est importante à donner, à la fois dans cet aspect entraînement, mais aussi dans l'aspect itinéraire, c'est qu'est-ce que veut faire l'individu. C'est-à-dire que moi, ma tendance serait de pousser l'individu à progresser dans ses points faibles. Mais peut-être que ça ne l'intéresse pas du tout. Peut-être que le grimpeur puissant et non endurant a envie de rester en bloc et il s'en fout de faire des voies longues. Donc il faut intégrer une notion de la volonté de l'individu. Et peut-être que l'individu il fait que des voies en dalle sur poinçeur, mais qu'il aimerait bien aller sur de la sportive équipée en dévers.
Et donc là, il y a une notion de volonté, et si on lui propose que ce qu'il fait, il va rester dans ce qu'il fait. Alors que peut-être c'est sa volonté, mais peut-être pas, peut-être qu'il a envie justement de dépasser ces limites-là. Donc il faut arriver d'une manière ou d'une autre à intégrer la volonté de l'individu pour le conseiller selon l'objectif qu'il fixe, à sortir de ce qu'il fait et aller progressivement vers son objectif. Alors pas d'un coup évidemment. S'il fait que du sportif, on ne va pas l'amener direct dans un terrain d'aventure. Mais s'il a envie, si c'est sa volonté et son objectif, d'aller vers du terrain d'aventure, on va peut-être lui conseiller des voies qui sont juste le niveau au-dessus. Et cette direction, elle est fonction de la volonté. Peut-être qu'il y en a qui font du sportif et qui veulent faire que du sportif, quoi. Voilà, donc ça, et c'est pas forcément évident parce que quand on croise les multiples possibilités et les multiples objectifs des individus, ça fait pas un seul modèle, ça fait un modèle complexe à proposer. Dans le public, oui. Non, c'est pour la caméra en fait. Jocelyn Chavy, donc je suis journaliste du média montagne Alpine Mag en ligne, donc digital aussi. Il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. Déjà, j'admire plutôt tout ce qui est digital, puisque j'en fais aussi, donc ça m'intéresse. Par contre, c'est vrai qu'en tant que final user, comme on dit, là, si je vous suis bien, il va falloir que je me connecte sur combien d'applis pour pratiquer. Et encore, après, j'ai pas posté sur Facebook, j'ai pas posté sur Insta, il faut que je prenne la météo dans d'autres sites que les vôtres, parce qu'il y en a quand même des bien plus pointus. Et je parle en tant que passionné d'aéronautique. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est qu'à la fin, s'il faut donc... c'est pas une mise en accusation du tout, hein, j'ai des questions plus précises, mais grosso modo, ça veut dire que il faut quand même que je vérifie que la falaise, il n'y a pas un aigle dedans, il faut que je signale qu'il y a un éboulis au pied, il faut que je prépare ma sortie sur Météo France, il faut que je pianote sur Camp to Camp, il faut que je vérifie sur Wimper que les conditions sont bonnes. Peut-être que finalement, je vais appeler les guidos au pied du truc, parce que ça va aller plus vite. J'avais pas fini. J'en ai une deuxième de question, puis après je vous rends le micro. Deuxième question, ça m'a beaucoup fait plaisir ce que vous disiez sur l'entraînement. En fait, effectivement, il y a à la fois une complexité, donc plus généralement liée aux apps. Hein. Au début, on a de multiples modèles, de multiples individus, puis des centaines, puis des milliers, puis des centaines de milliers, puis des millions dans nos rêves les plus fous digitaux. En tant que chef d'entreprise digitale, j'en suis là aussi. Mais à la fin, si c'est pour le lissage du meilleur article sur les chatons, ou du même buet pour tout le monde, ou du même 6A bloc, 6C bloc pour tout le monde, ça va être chiant. Pardon pour le gros. Donc il y avait deux questions en fait. Je passerai après. Ah, je croyais qu'on lever le doigt, c'est pour ça. Ouais, alors, donc j'ai bien perçu la problématique d'avoir plusieurs pages sur son iPhone et puis du coup perdre beaucoup de temps déjà pour savoir quelle était déjà l'icône qui correspond à la bonne appli. Alors nous en fait au ministère des Sports via l'application sur ICAT, on a l'application, on a le site internet et on est en train de développer une API. Donc juste donner en fait la capacité pour des sites partenaires, par exemple des applications, de pouvoir en fait avoir la fonctionnalité signalement. Et l'utilisateur de l'application, de son application favorite, pourra cliquer sur j'ai constaté un incident, je clique sur signalement, et puis il va faire son signalement dans l'écosystème de son application sans en fait se rendre compte qu'il fait un signalement sur ICAT et qu'ensuite c'est géré. Comme Waze, vous voyez un accident, vous tapez juste sur l'icône. Alors peut-être pas au ministère des Sports, hein. On va peut-être pas non plus être trop. On va faire les choses, calmement et plutôt bien. Non mais en fait du coup surtout ce qui est important, c'est que pour nous c'est une porte d'entrée, une nouvelle porte d'entrée, et que pour du coup les propriétaires d'appli, c'est un service supplémentaire qu'ils vont donner à leurs clients. Et derrière les signalements, ils sont gérés par le réseau sur ICAT, puisqu'en fait le réseau sur ICAT il marche parce qu'il y a un réseau d'administrateurs, il y a 300 personnes en France qui sont prêts à administrer les signalements. S'il n'y avait pas ce réseau, le système ne pourrait pas marcher. Voilà, donc nous l'idée c'est que on va proposer à des sites partenaires du coup cette fonctionnalité via une API. Oui, du coup, après nous c'est vrai qu'on est des structures publiques ou parapubliques, mais nous on a fait, donc on n'a pas de modèle financier derrière à assurer, mais nous, pour l'histoire des EC dans la paroi, on a fait directement le choix de l'API. Donc en fait, et
il n'y a pas vraiment de plateforme pour consulter les données. Les données, elles sont consultables que dans les topos sur les applis qui sont déjà consultés par les pratiquants. Et justement, on s'était posé cette question, c'est la réflexion qu'on avait, dire on ne va pas encore envoyer vers une nouvelle ressource, il y en a déjà 25 000 qui sont mieux faites que ce qu'on serait capable de faire. Donc nous, ce qu'on propose, c'est juste des données en plus qui viennent sur la même ressource. Et puis nous, c'est le cœur du sujet. En gros, nous, notre objectif, on est parti de ce constat-là, en fait. On s'est dit, je pars en montagne, et je vais sur Google, je vais tomber sur Camp2Camp, je vais regarder dans mes livres de topo, je vais regarder sur mes sites de météo, et on s'est dit, mince, il n'y a pas un endroit aujourd'hui où je peux trouver toute l'information. Donc oui, notre météo n'est pas aussi bonne que la météo locale à Chamonix ou d'autres endroits, mais on la propose. On a utilisé par exemple Météo Blue, avec qui on a fait un partenariat, qu'on considère au niveau mondial, l'information est des plus cohérentes. Et l'idée, c'est justement de travailler avec des gens comme Adrien. Donc ça fait 1 an, aujourd'hui on utilise leur API, c'est que sur la version Android pour l'instant, mais on va pouvoir trouver sur la carte toutes les zones protégées de nidification. Ça serait aussi de discuter avec toi, parce que nous, ça nous intéresse aussi. Mais voilà, nous, notre valeur, quelque part, notre plus-value, c'est d'arriver à créer une plateforme simple et intuitive où on va pouvoir trouver toute l'information. Donc, par exemple, aujourd'hui, on utilise l'information Camp2Camp. On travaille avec d'autres sources de données. On va bientôt intégrer peut-être les offices du tourisme ou Mountain Project. C'est des livres de topo, faire le lien. Donc, pas juste mettre du contenu communautaire, mais pouvoir donner la possibilité aux gens aussi d'acheter des voies professionnelles, pour aussi continuer ce cercle vertueux de l'équipeur de voix qui peut se financer pour créer ces topos. Voilà. La météo, la carto, comme je disais au départ, c'est nous, ce qu'on apporte, on ne la crée pas cette information, c'est une manière intelligente de mettre tout ça en avant pour que Wimper, ça soit une des setups qu'on utilise dans son téléphone, et je vais faire de la montagne, c'est là que je vais aller, pas juste pour trouver du communautaire, mais je sais que je vais pouvoir trouver un maximum d'informations pour m'aider dans mon choix de montagne et ma sortie de montagne. Maintenant, c'est pas gagné, il y a d'autres acteurs, mais c'est clairement un des objectifs, et on pense à une des clés du projet. Maintenant, pour l'autre question, j'ai pas bien compris. L'idée, c'est en fait à la fois ce qu'ils m'ont rapporté, ce que tu as rapporté sur l'entraînement. Effectivement, idéalement, l'intelligence artificielle ferait que si tu as fait de l'UR, on va te proposer un autre sommet facile. Mais en fait, si tout le monde fait le buet et ensuite tout le monde tu proposes les 5 courses à côté, vous allez vous retrouver avec des problèmes avec ton voisin de droite, par exemple. Et on peut voir un certain lissage finalement dans l'agglomération de données. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut voir ça même dans la façon dont Google Maps peut vous orienter en dehors d'un bouchon, mais si tout le monde suit Maps, à la fin, tout le monde prend la même petite rue, et ça crée des conflits d'usage, etc., etc. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a... dans quelle part l'intelligence artificielle va laisser à la fantaisie ou à d'autres possibilités, à des gens qui sont forts en bloc et qui n'ont pas envie de travailler de la conti, et qui n'ont pas envie qu'on... Voilà, donc en fait, la question, c'est celle du libre arbitre aussi. Oui, tout à fait. Après, ça revient un peu à ton point, je crois que la volonté est super importante. Et après, c'est aussi du travail dans les algorithmes. Donc ça, c'est aussi définir, c'est l'expérience. Quelque part, nous, c'est aussi un des points qu'on entendait plus chez Wimper, c'est les guides qui disent sur Camp2Camp, dès que quelqu'un met un poste, tout le monde se retrouve au même endroit le lendemain, et c'est dangereux, et on sait que le danger, c'est souvent le gars qui est au-dessus de toi dans la voie. Voilà, nous, on considère que plus on arrive à apporter de l'information et du choix, plus ça va éparpiller les gens en montagne, donc moins de risques, et surtout si on veut que les gens découvrent d'autres choses que juste l'arrêt des cosmiques et le buet. C'est un de nos objectifs, mais derrière c'est du travail dans l'algorithme, on arrive à comprendre les gens pour essayer d'offrir la meilleure solution possible. Aujourd'hui on n'en est pas là, mais oui, c'est un des points importants, c'est clair. Oui, je crois que notre métier, enfin en tout cas moi je parle de celui que je fais, c'est d'apporter aux grimpeurs de la connaissance. Et je crois qu'en fait c'est la même chose, c'est la connaissance du milieu, la connaissance de son environnement, c'est plus la connaissance de soi-même. Donc c'est apporter des connaissances. Après les connaissances, une fois qu'elles sont, on trouve un moyen de les faire comprendre aux gens, les rendre disponibles, il faut bien veiller effectivement à ce que les gens l'utilisent par rapport à leur objectif. Et il faut
pas se placer en tant que indicateur, mais plus d'informateur. Je crois que c'est ça. Le projet Smartboard, en tout cas, très personnellement, hein, c'était la volonté de donner des connaissances qui étaient présentes dans la recherche scientifique, des méthodes, et qui n'arrivaient pas à passer la barrière de la recherche et de l'auditoire rechercheur vers l'ensemble des grimpeurs. Après, une fois que les grimpeurs ont cette connaissance, et si on arrive à leur faire comprendre des éléments complexes, hein, que ce soit de la météo, de l'environnement, des passages ou sa physiologie, après il faut bien veiller à ce que la personne l'utilise pour son propre objectif. Mais je crois que, en tout cas, les grimpeurs ont tous... on a tous nos propres objectifs. Et en plus, il y a d'autres sports qui montrent que ça se fait en course à pied, en cyclisme. On est extrêmement instrumenté. On a tous des fréquences, des cartes de fréquence mètres, des GPS et des compteurs de vitesse ou des podomètres. Mais finalement, les gens ils courent, ils font leur propre entraînement dans leurs propres objectifs selon la course qu'ils veulent faire ou s'ils veulent s'entretenir, quoi. Le libre arbitre, je crois pas qu'on l'a. Enfin, moi, c'est pas une volonté de l'influencer. Ouais, je pense qu'il y a un mot fondamental qui a été dit, c'est connaissance. Co, ça veut dire ensemble déjà. Il n'y a pas de connaissance si on n'est pas deux. C'est la grande différence avec le savoir, c'est qu'à un moment donné, le savoir il est sec, alors que la connaissance, c'est comment nous on interprète le savoir, effectivement, avec nos propres spécificités, notre propre sensibilité, et comment on va l'interpréter justement. C'est qu'à un moment donné, il y a ce lien, et le libre arbitre, il se trouve effectivement dans ce lien qu'on crée avec le savoir, et effectivement, je trouve que c'est vachement important, cette notion de connaissance. Bon, c'était mon petit côté philo. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire? Ou des apports? Non? Alors moi ce que je vous propose c'est de finir... Quand j'étais jeune étudiant, il y a mon prof qui m'avait fait lire un bouquin de Bernard Ami, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle « Le meilleur grimpeur du monde ». Je le conseille à tout le monde. En fait, le meilleur grimpeur du monde, c'est celui qui grimpe plus. Il est devant le mur en méditation, qui est lisse, et à force de méditer, il y voit toutes les prises. Et le fait d'y avoir vu toutes les prises, ça lui permet d'aller au sommet sans même avoir touché le mur. Donc la question, c'est quel est l'avenir du numérique alors? Et je vous propose de répondre un peu tous un peu de votre côté. Joker. Je pense que le numérique a quand même de beaux jours devant lui. Comme dit, il y a beaucoup d'outils qui vont être de plus en plus créés. Je pense que les jeunes générations sont de plus en plus connectées et sont avides de savoir un peu leur comportement dans telle discipline ou telle autre, en course à pied ou en escalade. Et du coup, comme tu l'as évoqué au début de cette table ronde, nous on propose des services libres aux gens de les utiliser ou pas. Voilà. Donc s'ils ont envie, ils peuvent, s'ils n'ont pas envie, ils sont libres de se perdre en montagne pour trouver le pied de leur voie. Je pense que le numérique c'est pas une menace, c'est plutôt une opportunité. L'essentiel c'est d'avoir en fait une vision raisonnée et maîtrisée du développement des sports nature et donc de l'escalade avec ces outils. De toute façon, le numérique vient à nous et du coup c'est une vague qui de toute façon nous engloutit et nous engloutira forcément, surtout avec les nouvelles générations qui sont hyper connectées. Bon, faut pas se faire d'illusions, ça prendra de plus en plus de place. Mais l'essentiel c'est d'avoir un peu de recul et du coup de préserver quand même des espaces, ou du moins une pratique non numérique auprès de nos jeunes. Je pense qu'on est encore au début du numérique. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités que le numérique va créer, surtout quand on voit la 5G qui va arriver, qui va juste créer un nouveau monde au niveau de la connexion. Maintenant, oui, il faut arriver à pas en avoir peur. Hein. On voit
beaucoup de monde, dès qu'on parle de nouveautés, tout de suite se recroqueville en disant c'était mieux avant, c'était mieux quand on se perdait. Maintenant, je crois que ces gens-là, ils ont arrêté d'utiliser la carte papier en voiture, ils doivent utiliser leur GPS, donc quand même des bénéfices. Mais c'est vrai, il faut toujours arriver à garder, je pense, quelques valeurs clés en tête. Moi, en réfléchissant aux fonctionnalités du futur, on peut imaginer à un moment avoir des lunettes sur la tête en grimpant sa voie de falaise, en voyant le crux ou mettre la main droite ou la main gauche. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure, des sociétés qui commencent à visualiser des voies avec les drones pour pouvoir tout modéliser en 3D. Donc il faut arriver quand même à juste se dire quelles sont les valeurs du sport et où sont les limites pour quand même pas aller trop loin. Parce que voilà, au bout du compte, c'est passer un moment en nature avec le maximum de sécurité, mais profiter de ce moment-là sans qu'il soit gâché par d'autres éléments. On sait qu'un bon montagnard, c'est celui qui arrive à trouver sa voie. Donc si un jour le téléphone le fait pour soi, qui est devenu montagnard. Donc voilà, il y a des questions philosophiques à se poser, il y a des limites à se poser, mais ça ouvre quand même beaucoup d'opportunités et surtout ça peut aider à découvrir et ça peut aider à la sécurité qui, sur ces points-là, je pense qu'il ne faut pas qu'on se retienne. Peut-être déjà dit pas mal de choses, mais non, je pense qu'au final, chacun sa pratique de la montagne, chacun sa façon de même pratiquer l'escalade. Mais s'il y en a qui sont intéressés par l'utilisation des outils numériques, c'est bien de leur mettre à disposition, qu'ils puissent s'en servir. Et puis, s'il y en a qui veulent pratiquer sans, c'est facile de continuer à le faire. Donc, c'est bien de mettre les outils à disposition, mais on n'en a pas besoin, et à chacun justement de décider. Et c'est là où le libre arbitre entre en considération. Donc, l'avenir, ce sera l'utilisation des outils qui en décidera. Mais l'avenir, en tout cas, de l'escalade et de la montagne n'est pas compromis ou n'est pas forcément lié à celui du numérique. Quelqu'un dans la salle? Peut-être une rapide question, mais... Alors, ce serait plus pour Laurent. Toi, t'en penses quoi des grimpeurs, surtout la nouvelle génération, qui utilisent énormément l'entraînement, mais du type Alex Megos, l'entraînement très scientifique. C'est avec, je retiens 3 secondes comme ça, 2 secondes comme ça, une demi-seconde comme ça, pour aller chercher tel muscle, pour aller chercher également telle performance, versus les grimpeurs un peu plus old school, qui vont juste grimper, et puis apprendre comme ça plein de mouvements. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la nouvelle génération deviennent tellement fort, tellement vite, mais perdent peut-être le goût du loisir ou de l'amusement de grimper, tellement ils sont concentrés sur le poids, les efforts, la scientifique, la nutrition, le ratio puissance, poids, etc. T'en penses quoi de ça? Moi, ça me fait peur, hein, personnellement, quand je vois évoluer. Je ne suis pas sûr que ce soit nouveau. C'est-à-dire que si on regarde les livres d'Edlinger, ils étaient quand même très orientés sur des choses très strictes aussi, y compris sur la nutrition. Après, il y a sûrement... l'escalade se mêle un petit peu, au-delà de la pratique de l'escalade, au culte du corps. Comme on peut le voir sur le crossfit, on se rapproche de ces disciplines. Et c'est pas étonnant de voir des grimpeurs qui recherchent dans l'entraînement en escalade des sensations que les crossfitters recherchent dans leur pratique. Je suis pas trop étonné de ça, je le constate, je ne sais pas ce que j'en pense vraiment dans le fond. Ce que je peux être sûr pour un grimpeur, par contre, c'est que tout ce qui est entraînement générique et peu individualisé est souvent un entraînement qui n'aboutit pas à de la progression. C'est-à-dire que si je fais l'entraînement d'Alex Megos, je suis sûr que soit je me blesse, soit je me surentraîne, mais je n'aurai pas un entraînement qui est adapté. Si on dit qu'il faut faire 3 secondes comme c'est, l'important est de calibrer ton entraînement à l'objectif, à ta motivation et à ce qu'on est et au chargement que notre corps peut subir, quoi. Donc, aujourd'hui, on peut avoir plein de données qu'on n'avait pas avant et on peut être tellement plus précis au niveau scientifique aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Ce qui fait que c'est d'autant plus précis. Et... Non, mais si c'est fait, moi je pense que si c'est fait dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'objectif de la personne, sa motivation, ses capacités individuelles, si c'est basé scientifiquement,
entre guillemets, d'une manière objective, et que c'est pas des recettes de gourou où on dit bah, fais 100 pompes, suspends-toi 60 secondes et c'est ça pour tout le monde. Moi je le vois plutôt positivement. Après, l'escalade est assez riche pour que chacun puisse y trouver ce qu'il y recherche. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des grimpeurs qui recherchent des sensations dans le mouvement. Il y a des grimpeurs qui peuvent y avoir des sensations de progression physique ou de sculpter son corps. Je crois qu'il ne faut pas être... faut pas dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Chaque individu il trouve son... C'est assez riche pour que chacun y trouve sa place en fait. Donc j'ai pas d'avis forcément négatif là-dessus. Si ce n'est, ouais, effectivement, les gens qui appliquent des recettes, on leur transcrit et puis bah, qui se brisent, qui se cassent ou qui ne progressent pas et qui finalement arrêtent l'activité. Ou progressent pas. Voilà. Mon humble avis. Bon, on va terminer. Par rapport au GPS, je crois que je me suis jamais autant perdu qu'avec un GPS. Je me suis retrouvé au milieu de champs qui n'étaient pas goudronnés et j'ai jamais compris ce qui m'était arrivé. Et c'est là que je dis le GPS, des fois, ça rend un peu... Je suis désolé du terme, mais un peu con quand même. Donc... Bon, bah, je vous remercie énormément effectivement pour cette table ronde. C'est vrai qu'au départ, c'était assez hétéroclite. On se posait un peu la question. On a évité le piège du topo numérique. Je vous propose d'en parler demain, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, demain, il y a financement de l'équipement des sites naturels. La guerre des topos peut-elle être évitée? Donc effectivement, je pense qu'on va reparler de camp to camp. Donc si vous voulez parler effectivement de ceci, je pense que... je ne voulais pas trop en parler aujourd'hui, je pense qu'on a bien joué le jeu par rapport à ça. Donc je vous remercie, puis bonne soirée à tout le monde.